Vous saviez que le Venezuela a été le 4e pays le plus riche du monde par habitant? Caracas était même une ville prisée, une destination phare du Concorde. Bon, maintenant on en est très loin, taux d'homicide parmi les plus élevés au monde, et exode massif, plus de 7 millions sont déjà partis, soit 25% de la population. Comment une économie peut à ce point se rater? La richesse du Venezuela, c'est le pétrole, le plus gros réservoir au monde. Face aux appétits des puissants, le pays nationalise, et plutôt intelligemment. 50-50 sur les bénéfices, ça permet aux dirigeants Pérez de construire de nombreuses infrastructures. La classe moyenne explose et des quartiers chics comme Altamira témoignent des fastes d'antan. Mais le verre est dans la pomme, une dépendance excessive à la rente pétrolière, 2/3 des revenus et 90% des exportations. Ce qui devait arriver arriva en 1983. La capacidad adquisitiva de las clases medias. Vous allez me dire qu'il fallait pas être un génie pour comprendre qu'il aurait dû se diversifier. Oui, mais non, car découvrir des ressources naturelles entraîne souvent une malédiction qu'on appelle la maladie hollandaise. C'est simple, quand il y a beaucoup d'argent dans un secteur, toute la population veut travailler dedans. Les jeunes font des études sur le pétrole plutôt que docteurs, les autres secteurs n'ont plus autant d'argent, donc pour attirer les talents. Les salaires explosent, mais les petites entreprises n'arrivent plus à suivre. Elles perdent en compétitivité et les consommateurs préfèrent se tourner vers des produits étrangers. Phénomène aggravé par l'augmentation de la valeur de la monnaie, boosté par le pétrole, ce qui rend encore moins cher le fait d'acheter à l'extérieur. Ta richesse te rend dépendant des autres. C'est un cycle infernal qui commence. Face à la crise, la réponse vénézuélienne a été la révolution bolivarienne d'Hugo Chavez puis Maduro. Et c'est un échec. Entre 2013 et 2019, 65% du PIB a été perdu. Une inflation de quasi 1,7 %. Regardez ça, un billet de 1 million de bolivars. Et c'est pas à cause des crises pétrolières, c'est l'économie. 5 exemples. 1. L'essence est quasi gratuite, normal vous allez me dire dans un pays qui en a autant. Sauf que les gens font n'importe quoi avec. La brûlent juste pour s'amuser, bah ouais, ça coûte rien. 2. Le gouvernement bloque les prix. Mesures sociales, c'est bien non? Pauvre, parce que maintenant les producteurs n'ont plus qu'un seul objectif, baisser leurs coûts pour éviter de perdre de l'argent en vendant. Donc la qualité chute et ils n'investissent plus dans le futur. On va préférer vendre au marché noir et donc c'est la pénurie des supermarchés. 3. Pour lutter contre le chômage, on construit des projets pharaoniques comme l'hôtel Humboldt. Je ne dis pas que je mets des stades de foot partout pour acheter la paix sociale. Un gâchis d'énergie, c'est vide et ça n'aide pas les gens à vivre mieux. 4. Nationalisation totale du pétrole. Pas forcément une mauvaise chose, mais c'est juste mal fait. Ils y ont mis des fonctionnaires qui n'y connaissent rien et il a fallu qu'en 2023 on accepte des sociétés étrangères pour sauver le secteur. 5. Le contrôle strict des devises. En gros, vous ne pouvez pas acheter de dollars. Et si on vous y autorise, c'est uniquement au prix décidé par le gouvernement. Officiellement, 1 dollar vaut 60 bolivars. Personne n'achète à ce prix. Sur le marché noir, c'est 1 dollar pour 4000 bolivars. Et ça donne une situation ubuesque où Caracas est l'une des villes les plus chères au monde en 2014. Et où le parti se vante d'augmenter les salaires. Et techniquement c'est vrai, mais c'est parce que la monnaie est manipulée. Les sanctions américaines ont fini d'achever une économie déjà fragilisée. Diminution de 30 à 50% du PIB. Un autre cas très similaire de maladie hollandaise, c'est Nauru, le pays le plus riche au monde par habitant dans les années 70. Tout ça grâce aux minerais de phosphate à foison. Sauf qu'après avoir détruit toute l'île, il restait plus rien. PIB divisé par 10 et personne n'avait anticipé. On a détruit l'agriculture et les entreprises locales pour importer massivement. 90% de la population était obèse et possédait plusieurs voitures, mais rien n'était investi. La malédiction des ressources naturelles. Mais attendez, parce que ça peut être pire. On a parlé de nationalisation catastrophique, ça peut aussi tourner au capitalisme sauvage. Par exemple, en République démocratique du Congo. 24 milliards de ressources minières, mais 72% de sa population sous le seuil de pauvreté. Parce que ce n'est pas l'État qui dirige, mais c'est par des centaines de milices privées, bras armés des puissances étrangères, 1 milliard de revenus fiscaux perdus chaque année. Tout ça pour des ressources vendues à 1/6 de leur valeur. Une véritable kleptocratie qui empêche le pays de se développer. Si votre pays a des ressources, il faut une armée forte et unie, un partenaire public-privé qui partage les ressources avec le gouvernement, et que la totalité serve au développement du futur, pas que pour acheter son électorat. Et cette vidéo est sponsorisée par Deblock, la banque en ligne New Gen. Vous pouvez ouvrir votre compte en 3 minutes via le lien en description. Les 1000 premiers inscrits bénéficieront de 3 mois de premium gratuit, on en reparle plus tard dans la vidéo. Zimbabwe, la pire monnaie du monde. Ce pain coûte 35 millions de dollars. Ce n'est pas une œuvre d'art, mais le résultat de l'hyperinflation la plus massive de l'histoire récente. En 2008, 89,7 sextillions de pourcents. Pour vous donner une idée, un billet de 100 milliards de dollars zimbabwéen, ça existe, ça valait moins de 50 cents américains. Le pire, c'est que tout ça ne se déroule qu'en 2 ans. Les prix doublent toutes les 24 heures.
Les rares employés, comme les enseignants, étaient payés en bouteilles d'huile. Une situation que rien ne semble justifier. 2/3 des gens bossent dans l'agriculture. Qu'est-ce qui a bien pu dérailler? Tout commence à l'indépendance du pays et du règne de Robert Mugabe. Très positif, éducation gratuite obligatoire, construction d'hôpitaux et un développement agricole qui a fait surnommer le Zimbabwe le grenier de l'Afrique. Tout bascule en 2000 avec la réforme agraire de Mugabe, qui va s'avérer être l'une des pires au monde. Qu'est-ce qui l'a motivé? Pas trop de blanc. En fait, 70% des terres agricoles fertiles étaient détenues par 5% de la population, les anciens colons. Le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités, était à 0,5. C'est moins que l'Afrique du Sud et c'est quasi 0,7 encore aujourd'hui. Mais c'est trop. Et tout le monde était d'accord pour changer ça, même les Anglais qui ont colonisé. Mais ils voulaient faire ça progressivement, en négociant. Ça ne convenait pas au peuple zimbabwéen, donc les jeunes voulaient de la radicalité et les anciens combattants plus d'argent, alors Mugabe va foutre tout le monde dehors, et ça de force. Milices armées, champ par champ, on torture, on chicote, 110 000 km² de terre confisquées. Et c'est presque la taille de l'Angleterre. Le truc, c'est que les proprios étaient peut-être blancs, mais ça faisait travailler beaucoup de gens. 300 000 locaux qui ont été accusés d'être des traîtres. Donc on va pas leur donner les terres confisquées, même s'ils sont compétents. C'est plutôt aux militaires et politiques, qui ont donc transformé les champs en grands domaines, résidences secondaires et jardins de luxe. Aucune compétence, aucune envie de produire, donc un effondrement spectaculaire de la production agricole. Moins 91% pour le blé, 94% de la population au chômage. Sauf qu'entre-temps, Mugabe ne s'était pas arrêté là. Contrôle des prix, taxes d'importation, interdiction de sortir de l'argent du pays et punir tous les entrepreneurs qui ont collaboré avec les anciens colons. En un jour, 75% de baisse du dollar zimbabwéen, ce qui a automatiquement déclenché le seuil de Kagan. Au-delà de 50% d'inflation mensuelle, c'est le point de non-retour. Plus personne n'a confiance en ta monnaie, on n'épargne plus, on consomme le jour même. Tout ça a continué jusqu'au crash total de 2007 et ce billet maudit. Il n'y a plus qu'une seule solution, changer de monnaie. Ici, ce sera le dollar US. Cette situation d'hyperinflation, vous la connaissez pour le cas le plus extrême, la République de Weimar, en Allemagne. En 1923, un dollar vaut 4,2 milliards de marks. Billions, pas millions. Ça allait si vite que le prix de ton café pouvait changer pendant que tu le buvais. Les ouvriers étaient payés en brouettes de papier, on les donnait aux jouets pour enfants, on en décorait les murs, les valeurs des timbres changeaient avec un coup de tampon. La cause, les réparations de guerre. L'Allemagne a perdu et doit une somme astronomique à la France et ses alliés. La guerre l'a épuisée, elle a plus de colonies, plus d'or, donc pour rembourser plus vite, on imprime à gogo. Situation assez similaire en Hongrie après la Seconde Guerre mondiale, mais pour rembourser l'Union soviétique cette fois, officiellement, c'est le record historique d'hyperinflation qu'on est obligé d'écrire en puissance. Si vous êtes un pays avec des dettes, ne succombez pas à l'envie d'imprimer de l'argent magique. Votre peuple finira par le payer. Une inflation faible entre 1 et 4% est idéale. Il faut que l'argent perde un peu de sa valeur chaque année, sinon les gens ne dépensent pas, mais jamais au point de rompre la confiance. Liban, l'effondrement le plus rapide de l'histoire. Imaginez en un an votre salaire divisé par 2 et le prix du pain multiplié par 20. Vous étiez riche en 2019 ? Votre monnaie a perdu 90% de sa valeur, fini les voyages. La Banque mondiale n'y va pas par quatre chemins, le Liban connaît actuellement l'une des 3 pires crises économiques depuis 1850. L'électricité n'est plus fournie que 1 à 2 heures par jour, tout doit être planifié, les hôpitaux ne peuvent plus travailler. Une des causes majeures, c'est bien sûr l'explosion du port de Beyrouth en 2020, un des endroits les plus vitaux du pays, avec 8 milliards de pertes. Après, la situation économique était déjà bien galère avant. En cause, les banques qui reposaient sur une pyramide de Ponzi institutionnalisée. Dans les années 90, pour attirer des capitaux étrangers, on proposait 2 avantages. 1, des taux d'intérêt incroyables avec 15% de rendement garanti, et 2, un taux de change fixe. $1 égale 1507 livres. Pour permettre ça, il faut avoir énormément de dollars en réserve. Pour pouvoir dire, regardez ce que j'ai en stock, j'aurai toujours les moins de payer. Sauf que l'astuce, c'est qu'au lieu de le garder, on le prêtait à l'État, mais pas directement, en livres libanaises artificiellement surévaluées. On avait constamment besoin de nouveaux dollars frais pour maintenir le système. Ça aurait pu marcher si l'État avait investi intelligemment. Mais non. Le Liban est un pays ethniquement très divisé. Selon votre religion, vous ne pouvez pas acheter une maison où vous voulez, certains postes politiques vous sont interdits ou réservés, et pour maintenir la paix sociale, faut arroser tout le monde sans faire de jaloux. En 2019, la dette publique, c'est 170% du PIB, un des records du monde. Dès que les entrées de nouveaux capitaux ont commencé à se tarir, notamment à cause de la guerre en Syrie, tout l'édifice s'est effondré. Les épargnants se sont retrouvés dans l'impossibilité de retirer leur économie. Argentine et Grèce ont connu des cas similaires, et le poison est toujours le même. Une collusion entre un État qui s'endette improductivement à l'infini et des banques sans transparence ni régularité qui en profitent, jusqu'à ce que plus personne n'y croit. Corée du Nord et Russie, l'État sait-il gérer l'économie ? Vous avez peut-être déjà vu des vidéos TikTok de Corée du Nord.
On monte des fast-foods, des centres commerciaux de luxe et des parcs d'attractions. Mais ça, c'est uniquement pour les plus chanceux, car l'économie là-bas est basée sur le rationnement. C'est l'État qui choisit ce que vous avez le droit de consommer ou non. Si t'es un bon travailleur, on peut te donner des heures d'accès à la piscine ou au cinéma. Pour aller à la place de Busan, il faut que tu puisses prouver que tu as des jours de congé. Évidemment, les gens fraudent massivement. Les tickets de rationnement ne représentent que 30% de la consommation, 70% c'est du jangmadon, du marché noir quoi. Ça pousse l'État à vouloir tout contrôler. L'armée c'est 20% du PIB, le programme nucléaire aspire toutes les ressources du pays, la police c'est probablement tout autant, à vouloir en mettre à chaque coin de rue, on crée surtout des emplois non productifs. L'humain veut pouvoir choisir, et c'est pour ça qu'aucun régime de ce type n'arrive à se maintenir sur des temps longs. Prenons le cas de l'URSS. Au début, c'est incroyable, croissance à 15%, en à peine 40 ans, on passe de monarchie agricole arriérée à une superpuissance spatiale. Premier satellite, premier homme en orbite, 11% du PIB mondial. Et en économie, il y a deux types de croissance, extensif et intensif. Intensif, c'est quand on produit mieux, avec autant de ressources. Extensif, c'est l'URSS. Ça ne repose que sur l'augmentation des inputs, travail et capital, et non sur l'innovation. Une fois que toute la population travaille au maximum de ses capacités, qu'on exploite toutes les ressources, ça s'arrête. Alors oui, des innovations, il y en a eu en URSS, mais ça reposait beaucoup sur l'espionnage des entreprises occidentales, comme par exemple le Concorde soviétique volé aux Français. Toute la production était organisée autour du Gosplan, une bureaucratie monstrueuse de plus d'1 million de personnes qui étaient chargées de planifier l'économie. Leur but, c'est pas de faire des meilleurs produits ou de limiter le gâchis, non, c'est de faire plaisir aux politiques. Donc que tout le monde ait du travail et qu'on respecte les quotas. On se retrouvait dans des situations absurdes à produire des millions de vélos au milieu de l'hiver que personne n'utilisait et qu'on jetait à la benne. Avec une qualité douteuse, puisque de toute façon les gens n'ont pas trop le choix. Tu veux un vélo, y a que ça. Et tu ne peux pas voter avec ton porte-monnaie, et les incompétents n'étaient pas punis à cause du système du bol de riz de fer. L'emploi à vie et un salaire fixe indépendant des résultats. Ça ne motivait pas à travailler ou à innover. Tout seul objectif, c'est de ne pas vexer le politique au-dessus de toi. Le pire, c'est quand on applique ça au secteur agricole. Par exemple, l'utopie agraire des Khmers rouges. On retire la propriété des terres et on emmène les bourgeois bosser à la ferme. Bon, le symbole, ça fait plaisir, le petit Jean-Charles qui trime dans la bouse. Sauf que, c'est très cher d'amener ces gens-là ici. Ils meurent vite et ils ne savent pas bosser. Les plus compétents ne sont pas incités à se la donner, ils obéissent aux militaires, se mettent au même niveau que tout le monde et on fait pas de vagues. Résultat, effondrement de 40% du PIB, famine et 25% de la population morte en 4 ans. Récemment, on a encore eu un cas similaire. En 2021, le Sri Lanka a voulu devenir le premier pays 100% bio au monde. Adieu pesticides et engrais chimiques. Résultat, une crise alimentaire massive. Obligé de faire machine arrière, même pas 6 mois après. Parce que ça a eu des réactions en chaîne. Les fermiers n'étaient pas prêts, ajoute à ça le climat et la pandémie, c'était foutu d'avance. Tu ne peux pas changer l'économie par idéologie sur un coup de tête, faut du temps. Ce pragmatisme, la Chine l'a bien compris avec son système de socialisme de marché. Aujourd'hui, les taux d'imposition en Chine sont quasi identiques à la France. 25% d'impôt sur les sociétés et un impôt progressif jusqu'à 45%. Il y a moins de taxes, moins de TVA. Là où en France, le poids de la dépense publique représente 57% du PIB. En Chine, c'est plutôt 24 et 36%. Enfin, ça, c'est selon comment on calcule. Ce qui ne les empêche pas de développer massivement le pays et d'être à la pointe des technologies futures. Tout ça, c'est juste une preuve de plus que la valeur de l'argent, elle est relative. Et personne ne peut prévoir comment vont évoluer les différentes monnaies. C'est même encore plus vrai aujourd'hui parce qu'il y a les crypto-monnaies qui entrent dans nos vies. Et c'est là qu'arrivent des blocs. Ils ont un concept absolument génial, proposer un compte courant et un vrai portefeuille de crypto-monnaies au même endroit. Ça vous permet d'échanger hyper simplement vos euros en crypto et vice-versa, de manière illimitée, instantanée et sans frais. Alors, il n'y a pas plus sérieux, ils sont la première fintech à être agréée par la Banque de France et l'autorité des marchés financiers. Forcément, c'est hyper sécurisé, tout ce qu'il y a dans votre portefeuille crypto vous appartient. Même si l'entreprise disparaît, vous possédez toujours ce que vous avez acheté. En fait, si la crypto vous intéresse, c'est la meilleure porte d'entrée. Normalement, pour prendre de l'argent sur votre compte pour acheter de la crypto, ou l'inverse, c'est un peu laborieux. Là, vous avez votre carte, vous pouvez même avoir une Visa Premium, votre IBAN, votre crypto, tout au même endroit, dans une seule application. Et les transferts se font instantanément. Vous pouvez payer votre loyer ou votre café en crypto, ou même recevoir votre salaire en crypto-monnaie. C'est un peu un genre de banque du futur, vous avez accès aux cartes virtuelles, il n'y a pas de limite pour l'achat de crypto, et surtout, les dépôts sont gratuits. Alors n'attendez pas, téléchargez l'app et entrez le code TRASHDBLOC pour rejoindre plus de 250 000 personnes qui ont déjà téléchargé des blocs. La pire économie du monde n'est-elle pas celle de demain ? Que penseront les gens dans 100 ans ? Avec l'expansion de l'IA et des robots, beaucoup de nos métiers vont disparaître. Les agriculteurs seront des drones et des pinces dans les conteneurs, le travail existera toujours, sinon on s'ennuierait, mais il sera artificiel.
On penserait horrifié à nos 40 heures, embouteillages et open space, enfin du moins si tout se passe bien, que la guerre, la maladie et la nature n'aient pas tout dévasté. Si la fusion nucléaire, malgré de grosses avancées en Chine, s'avérait impossible, si nos réacteurs actuels étaient fermés à cause d'un rejet politique, si l'on n'arrivait pas à développer des nouvelles batteries ou un stockage à l'hydrogène permettant de rendre l'éolien et le solaire plus viables, ou plus simplement si on finissait par vraiment manquer d'une ressource naturelle irremplaçable. Alors ouais, on stagnera. L'économie reste un outil pour distribuer des ressources et canaliser l'énergie des gens dans les activités demandées par la collectivité. C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour remplacer le pillage et l'esclavage. Mais si le temps humain perdait de sa valeur et que les ressources essentielles venaient à être illimitées, l'économie aurait-elle seulement une raison d'être ?